Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours en classe de 8e année et nous continuons à étudier un certain nombre d'animaux. L'autre jour nous étions avec la moule, les mollusques. Ce matin nous allons continuer toujours avec les animaux, mais cette fois-ci avec d'autres. Et nous allons entamer ce qu'on appelle les lamellibranches. Donc nous saluons les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder et qui suivent avec attention ces cours à distance. Donc comme lamellibranche, nous avons choisi le lombric, que nous appelons communément ver de terre. Et en bambara, le lombric est appelé Tumunogo. Alors le plan de notre leçon est le suivant. Nous avons d'abord une introduction. Nous avons en deux une organisation externe que nous appelons communément la morphologie du lombric. Nous avons une organisation interne que nous appelons communément aussi anatomie. Nous avons le mode de vie de l'animal. Nous avons les autres lamellibranches qui ressemblent au lombric. Et nous avons le rôle du lombric dans la nature et le caractère général des lamellibranches. Comme nous l'avons dit, toutes les leçons que nous exécutons dans ce programme de cours à distance ont des objectifs. Et notre leçon d'aujourd'hui a pour objectif, donc après que nous ayons exécuté cette leçon-là, chacun et chacune de vous doit être capable de citer les différents milieux naturels dans lesquels on peut trouver le lombric, qu'on appelle encore ver de terre. De citer les différentes parties de l'organisation externe du lombric, de citer les différentes parties de l'organisation interne du lombric, d'expliquer le mode de vie du lombric, d'expliquer le rôle du lombric dans la nature et de citer les caractères généraux des lombric. Mais ici, il s'agit de citer d'autres lamellibranches et nous finissons par ce qu'on appelle les caractères généraux. Dans l'introduction, comme nous l'avons annoncé plus haut, il s'agissait dans cette introduction de vous dire quels sont les milieux naturels dans lesquels nous pouvons trouver cet animal-là que nous appelons le lombric ou communément le ver de terre, que les Bambara appellent communément Tumunogo. Alors on a dit que les lombrics se trouvent très généralement dans les jardins où ils creusent dans la terre des galeries, ça veut dire des petits trous dans lesquels ils rentrent, et lorsqu'il pleut, ces lombrics-là sortent de ces petits trous-là. Donc les lombrics creusent dans la terre des galeries dont ils sortent la nuit ou pendant les périodes de pluie. Ça veut dire que ces animaux, on les rencontre surtout enfuis de la terre. Et les petits trous qu'ils creusent, c'est ce que nous appelons les galeries. Mais pour sortir de ces galeries-là, il faut surtout attendre la nuit où il fait une température humide, est là, ou bien tout simplement, après que vous ayez arrosé votre jardin, ou tout simplement lorsque la pluie tombe. En ce moment, il y a la fraîcheur et l'animal peut sortir. Alors, ces animaux-là s'enfoncent profondément dans le sol en période de sécheresse. Comme nous l'avons dit, l'animal a besoin d'humidité, a besoin de fraîcheur. Et lorsqu'il n'y a pas cette humidité-là, il n'y a pas cette fraîcheur-là, l'animal va s'enfoncer dans le sol pour trouver de la fraîcheur. Parce que le corps de l'animal a besoin d'humidité, a besoin de fraîcheur. Et c'est pourquoi l'animal creuse des galeries pour rentrer dedans en période de sécheresse. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il ne pleut pas, ou bien lorsque les jardins ne sont pas arrosés, où il n'y a pas d'humidité, les animaux rentrent dans les galeries. Alors on a dit que les lombrics sont très nombreux dans les jardins, comme nous l'avons déjà dit, ou dans les sous-bois qui sont riches en humus. Les lombrics, on a dit, se rencontrent aussi dans les débris végétaux et sont très attirés par l'humidité, nous l'avons déjà dit. Ces animaux sont trop attirés par l'humidité et c'est pourquoi on les rencontre très généralement dans les jardins parce que les jardiniers arrosent permanemment les jardins
Ce qui fait que dans les jardins, il y a de l'humidité et c'est pourquoi ces animaux sont abondants dans ces jardins-là. Ou bien dans les sous-bois humides en recherche de nourriture. Et très généralement, la nourriture dont ils ont besoin, c'est tout simplement de la matière organique qui est contenue dans l'humus, parce que l'humus aussi c'est de la matière organique. En retournant la terre avec une bêche, avec par exemple une daba, ou bien une petite roue qu'on a, lorsque nous retournons la terre dans le jardin, ou bien dans un endroit humide, on peut rencontrer les lombrics. Donc c'est pourquoi on a dit, en retournant la terre avec une bêche, les lombrics sont ramenés à la surface, où ils faufilent rapidement entre les mottes de terre et rentrent vite dans la terre. On a dit que les lombrics sont des vers de terre. Pourquoi on dit que les lombrics sont des vers de terre? Parce qu'on a dit, lorsque vous le ramenez en surface à l'aide d'une bêche ou bien d'une roue, ou bien tout simplement en creusant avec la main, lorsque vous amenez ces animaux à la surface, comme nous l'avons dit, ces animaux ont besoin de fraîcheur. Et tout de suite, l'animal essaie de faufiler entre les mottes de terre, remonter par la bêche ou bien la roue, et les animaux cherchent à pénétrer dans la terre. Et c'est pourquoi ici on dit que les lombrics sont des vers de terre, parce que c'est des vers qu'on rencontre très généralement dans la terre. Ils sont enfuis à l'intérieur de la terre. Alors mes chers élèves, voilà en introduction ce que nous pouvons vous dire concernant cet animal-là que nous appelons le lombric. L'organisation externe ou morphologie du lombric. Alors il s'agit pour nous ici de voir l'animal de façon externe. Lorsque nous prenons un lombric de façon externe, qu'est-ce que nous pouvons voir? Qu'est-ce que nous pouvons constater? Et l'étude externe d'un animal, c'est ce qu'on appelle la morphologie. Et c'est pourquoi nous avons mis ici organisation externe ou morphologie du lombric. On a dit le corps du lombric est mou. Ça veut dire que lorsque nous prenons l'animal, quand on touche le corps est très mou. Et le corps est de forme cylindrique qui est effilé aux deux bouts. Les deux bouts sont minces, les deux bouts de l'animal sont minces. L'animal a une couleur rougeâtre et atteint chez les plus grands 50 cm de longueur sur 9 mm de diamètre. Et on a dit que le corps du lombric est formé d'une centaine d'anneaux mis bout à bout, parmi lesquels il est impossible de distinguer une tête. Cela veut dire que lorsque nous prenons l'animal, d'abord le corps est mou, le corps a une forme cylindrique, la couleur elle est rougeâtre, et on a dit, en regardant le corps de l'animal, nous allons remarquer que le corps de l'animal est formé de beaucoup d'anneaux qui sont reliés bout à bout. Et les scientifiques ont compté le nombre d'anneaux et ont trouvé que le corps du lombric est formé d'une centaine d'anneaux. Lorsque nous continuons, on va voir que la peau, elle est humide, comme nous l'avons dit. Elle est visqueuse. Cela veut dire que lorsque vous touchez au corps de l'animal, le corps est un peu gluant. Et pourquoi le corps est gluant? C'est parce que tout simplement, l'animal sécrète une substance qu'on appelle le mucus. Et c'est ce mucus-là qui rend le corps un peu visqueux, un peu gluant. On distingue deux faces. Il y a d'abord une face ventrale et une face dorsale. La face ventrale, elle est plus plate et moins colorée que la face dorsale, et que cette face ventrale porte des poils fins, courts, qu'on appelle les soies locomotrices. Ça veut dire que lorsque nous faisons la comparaison entre la face dorsale et la face ventrale, on va se rendre compte que la face ventrale, elle est moins colorée. Elle est plate, moins colorée que la face dorsale. Et au niveau de la face ventrale aussi, lorsque nous touchons cette face ventrale, nous allons constater qu'il y a des poils très fins qu'on va remarquer, et ce sont ces poils-là qui permettent à l'animal de se déplacer de façon très lente sur le sol, lorsque l'animal sort du sol. Les soies sont formées aussi d'une substance assez rigide qu'on appelle la chitine. Ça veut dire que lorsque vous touchez à ces soies, à ces petits fils qui servent de déplacement pour l'animal, on constate que ces fils sont un peu durs. Et parce qu'ils sont durs, cela veut dire qu'ils sont formés
d'une substance qu'on appelle la chitine. La partie antérieure, elle est plus effilée et porte la bouche. Ça veut dire que lorsque nous partons vers l'avant, on trouve que cette partie de l'avant, elle est plus mince. Elle est plus mince et sous forme, elle est formée comme par exemple un fil, et c'est pourquoi on a dit qu'elle est effilée. Elle est très mince et c'est cette partie qui porte la bouche, et un peu en arrière, on a ce qu'on appelle un petit renflement. Et ce renflement, c'est ce qu'on appelle la selle. Et la selle se trouve tout simplement vers le côté dorsal. La partie postérieure, qui est plus large, se termine par l'anus. Alors, ce que nous avons dit ici, dans cette morphologie, de façon verbale, nous allons l'illustrer à partir du schéma que nous avons ici. Alors, ce schéma nous montre un lombric sorti du sol et qu'on a déposé et qui est en train de se déplacer. On a essayé ici de voir quelles sont les parties qui composent l'animal. Nous avons dit d'abord qu'il y a une face ventrale. Donc cette partie, c'est la face ventrale. Et en haut, ici, c'est la face dorsale. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que l'animal est effilé aux deux bouts. C'est pourquoi quand nous regardons ici, c'est un peu mince. Et quand nous partons encore ici, c'est aussi mince. Mais en le regardant, il y a une partie qui est encore plus mince que l'autre. Ça, c'est la partie de la bouche. Donc ici, nous avons la bouche. Et en regardant toujours vers la face ventrale, nous avons les soies locomotrices. Nous avons des petits fils qui sont là. Et ce sont ces fils-là qui permettent à l'animal de se déplacer. Et c'est pourquoi on parle de soies locomotrices. Le renflement dont on a parlé ici, c'est la selle. C'est la selle qui est là, qui est une partie un peu renflée, qui se trouve dans le corps de l'animal. Et c'est cette partie-là qu'on appelle la selle. Et nous avons dit que la selle se trouve surtout sur le côté dorsal. Donc voilà, en gros, ce que nous pouvons dire sur l'organisation externe, ou bien de la morphologie de notre animal que nous avons appelé les lombrics ouverts de terre. Après l'organisation interne, nous allons arriver en grand 3 à l'organisation interne ou anatomie du lombric. Comme nous l'avons dit, l'étude externe s'appelle morphologie et l'étude interne s'appelle anatomie. Et nous venons maintenant à l'anatomie. Ça veut dire que nous avons compris de quoi le corps de l'animal est formé. De façon externe quand nous regardons l'animal. Et maintenant de façon interne. Et pour regarder cela de façon interne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une dissection. Donc on fait tout simplement une coupe transversale de l'animal, du lombric, pour savoir quelles sont les parties internes qui composent aussi cet animal. Alors, la coupe transversale du lombric nous montre quoi? Les organes suivants. On a d'abord le tube digestif qui peut être aussi visible devant une lumière. Ça veut dire que pour le tube digestif, lorsque vous prenez seulement l'animal et que vous mettez l'animal en face de la lumière, comme le corps de l'animal est transparent, la peau elle est transparente, à partir de cette lumière, lorsqu'on regarde à travers la peau, on peut voir le tube digestif de l'animal. Ensuite, nous avons aussi les vaisseaux sanguins qui sont des rouges vifs et parmi lesquels nous avons un vaisseau qui se trouve vers le dos et un vaisseau qui se trouve vers le ventre. Cette coupe nous montre aussi les muscles qui sont collés à la peau. Nous avons aussi les organes excréteurs, ça veut dire l'appareil excréteur. Et nous avons aussi les ganglions nerveux qui représentent tout simplement le système nerveux de l'animal, dont on a dit une paire par anon. On a dit que l'animal est composé de plusieurs anons et au niveau de chaque anon, nous avons des ganglions nerveux. Et on a dit au niveau de chaque anon, vous avez deux ganglions. C'est ce qu'on appelle une paire. Quand on dit une paire, ça veut dire deux. Entre la peau et le tube digestif existe une cavité générale qui renferme aussi de nombreux organes. Donc voilà, de façon verbale, comme on l'a dit, de façon littéraire, ce que nous pouvons retenir de l'animal. Alors ce que nous avons dit de façon verbale, nous allons aussi l'illustrer
nous allons le matérialiser à partir du schéma que nous avons. Et le schéma est le suivant. Nous avons dit d'abord que nous avons ici l'intestin. À l'intérieur ici, vous avez l'intestin. Après l'intestin, un peu en haut ici, vous avez les muscles qui permettent à l'animal de se contracter et de se relâcher. Donc là, nous avons dit que nous avons l'intestin et ici, nous avons les muscles. Là, c'est le muscle que vous avez ici. Et quand vous regardez ici le corps, au niveau du corps, vous avez plusieurs muscles. Ensuite, vous avez un organe excréteur. Et ça, c'est l'organe excréteur. Et là, vous avez les soies qui sont représentés à ce niveau-là. Vous avez des soies ici. Vous avez 2 soies ici. Ensuite, vous avez 2 soies encore là. Et ici aussi, vous avez des soies. Donc, les soies, on a dit, ce sont les soies qui permettent à l'animal de se déplacer. Après ça, nous avons un peu en bas, ici, nous avons la chaîne nerveuse. Ça veut dire quoi? La partie qui représente le système nerveux de l'animal. Cela veut dire que même si l'animal est petit, l'animal a un système nerveux. L'animal a, on ne peut pas dire un cerveau, mais quand même, il y a une substance ici, un organe qui représente le système nerveux de l'animal. Ensuite, on a dit qu'il y a 2 vaisseaux sanguins qui sont rouges. On a un vaisseau dorsal ici et on a un vaisseau ici qui est là, qui est dorsal, et ici aussi on a un vaisseau qui est ventral. Cela représente les 2 vaisseaux dont nous avons parlé de façon littéraire. Alors, un peu ici, avant même qu'on ne rentre à l'intérieur de l'animal, on a une peau, on a la peau qui est là, qui recouvre le corps de l'animal. Et ensuite, nous avons les muscles dont on vous a parlé, qui sont circulaires, les muscles circulaires et les muscles longitudinaux qui permettent tout simplement à l'animal, lorsque l'animal se déplace, de se contracter et de se relâcher pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir assurer sa locomotion ou bien sa marche. Après, on vient à ce qu'on appelle le mode de vie de l'animal. En venant au mode de vie de l'animal, nous allons parler d'abord du déplacement de l'animal. Comment l'animal se déplace? Dans les explications antérieures que nous avons eu à faire, on vous a montré que l'animal, vers la face dorsale, on a des petits poils qui sont là, qui sont fins et qui sont courts, mais qui sont un peu durs parce que couverts de chitine, d'une substance dure qu'on appelle la chitine. Et ce sont ces fils fins et courts qui permettent le déplacement de l'animal. Alors pour observer le déplacement de l'animal, il s'agissait seulement pour nous de prendre un papier, une feuille de papier et de placer l'animal sur la feuille. Nous allons constater que l'animal va commencer à se déplacer. Dans ce déplacement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le lombric rampe. Il rampe comme un serpent rampe. En rampant, l'animal d'abord se contracte. Et ensuite, l'animal va s'allonger. Donc, c'est par contraction, c'est par plusieurs contractions et plusieurs allongements que l'animal va se déplacer. Mais en se déplaçant, l'animal va s'accrocher au support. Si l'animal est sur le sol est son support. S'il est accroché, par exemple, à un végétal, ce végétal-là devient son support. Alors l'animal, avec les soies locomotrices, va s'accrocher et en même temps va se déplacer. Et ici, les dessins que nous avons là nous montrent comment l'animal se déplace. Ici, nous avons un lombric bien allongé, ici qui est déposé sur une feuille de papier. Et là, on est en train de voir que l'animal, lorsque l'animal commence à se déplacer, l'animal va d'abord se raccourcir. Et c'est ça la contraction. Et là, après le raccourcissement de l'animal par contraction des muscles circulaires et des muscles longitudinaux, l'animal va se relâcher. Et là, vous avez le relâchement de l'animal. Donc, voilà, mes chers élèves, mes chers parents, vous qui nous suivez,
Voilà comment cet animal se déplace. Donc nous avons expliqué ici une phase de la vie de l'animal, qui est le déplacement de l'animal. Ensuite, nous allons arriver à une deuxième phase, qui est la nutrition de l'animal. Comment l'animal se nourrit? C'est un petit animal, un ver de terre, mais comment ce ver de terre se nourrit? On a dit que le lombric se nourrit de feuilles mortes, de débris végétaux, de toutes sortes, qu'il saisit avec les lèvres. Et les végétaux, une fois dans le corps de l'animal, lorsque ces végétaux sont digérés, les végétaux sont rejetés à la surface du sol sous forme de ce qu'on appelle des tourtillons. Lorsque vous partez par exemple dans les jardins, en vous déplaçant, vous allez voir quelque part des petites mottes de terre qui sont rassemblées et qui sont sous forme de boules. Et ce sont ces petites mottes de terre sous forme de boules qu'on appelle les tourtillons. Et c'est ça qui provient de la digestion des feuilles mortes et des débris végétaux que l'animal a avalés. Mais l'animal les avale avec la terre. Et ensuite les rejette à la surface du sol. Quand nous regardons ici, on a dit que l'animal se nourrit de feuilles mortes. Il se nourrit de débris végétaux. L'animal peut se nourrir aussi d'autres aliments microscopiques. Cela veut dire que l'animal mange tout ce qu'il trouve parce que l'animal doit avaler la terre. Et tout ce que l'animal trouve comme intéressant dans cette terre que l'animal avale, tout cela va rentrer dans le type digestif de l'animal et après digestion est rejeté à la surface sous forme de tortillon. Et c'est pourquoi nous disons ici que l'animal est un omnivore. Après cela, nous arrivons à ce qu'on appelle la respiration. Comment l'animal respire? On a dit que le lombric n'a pas d'appareil respiratoire. Il n'a pas de poumon. Et parce que nous avons vu que le corps de l'animal est transparent. Parce qu'on a dit, lorsque nous plaçons l'animal devant une lumière, cela peut nous permettre de voir un certain nombre d'organes déjà à l'intérieur de l'animal. Cela veut dire tout simplement ici que l'animal n'a pas d'appareil respiratoire. Il n'a pas de poumon. Et comment la respiration se fait? La respiration se fait tout simplement à travers la peau même de l'animal. L'oxygène extérieur pénètre à travers la peau de l'animal et va se fixer au sang qui est contenu dans le corps de l'animal. Donc le lombric a ce qu'on appelle une respiration cutanée. Une respiration qui se fait à travers la peau même de l'animal. Parce que l'animal n'a pas d'appareil respiratoire. Et on a dit que cette respiration cutanée se fait au travers une peau humide. Et c'est pourquoi nous avons dit que l'animal doit être toujours dans un endroit humide pour mener sa vie. Sinon, si l'animal rentre dans un milieu sec où la peau va s'assécher, l'animal va mourir. Parce que la respiration de l'animal ne peut pas s'effectuer parce qu'on a dit que cette respiration est une respiration cutanée et lorsque cette respiration cutanée ne se fait pas, l'animal va mourir. Donc on a dit cette respiration cutanée se fait au travers d'une peau qui est humide, qui est mouillée. Et on a dit c'est pourquoi l'animal s'enfonce en terre et ne sort qu'après une pluie et un arrosage. Nous avons déjà vu en haut que l'animal ne peut se faire voir en surface que lorsqu'il pleut ou bien lorsqu'on arrose. En tout cas, lorsqu'il y a un sol humide. Ensuite, nous venons à ce qu'on appelle la reproduction. Comment l'animal se reproduit? On a dit les vers de terre, ils sont à la fois mâles et femelles. Lorsque l'animal est mâle et femelle, on dit que cet animal est un hermaphrodite. L'animal est non seulement mâle et femelle. Donc tous les lombrics que nous rencontrons sont des lombrics mâles et femelles. Et on a dit que tous les lombrics pondent des œufs. Et les organes de reproduction se trouvent en avant de la selle dorsale. Les œufs sont formés dans le 13e anneau. Un anneau qui se trouve tout juste derrière
la selle. Nous avons montré, en vous montrant le chemin, nous avons montré la selle qui est vers le côté dorsal. Et on a dit, les œufs pondus par l'animal sont pondus dans le 13e anneau de l'animal. Et lorsque les œufs sont pondus, l'animal, à partir de la selle, sécrète une substance qu'on appelle un manchon et qui va recouvrir les œufs. Et ce manchon-là, lorsqu'il va se dessécher, il va devenir ce qu'on appelle un cocon. Et ce cocon-là, à l'intérieur de ce cocon, nous avons une matière nutritive qui permet aux petits vers de se nourrir avant de se disperser dans la nature. Ensuite, nous avons la régénération. La régénération, ça veut dire quoi? Comment l'animal peut se reconstituer après une coupure? On a dit chez le lombric, chaque anon possède les organes nécessaires à la vie. Nous avons dit que le lombric est formé d'une centaine d'anons. Et lorsque nous prenons chaque anon, dans chaque anon, vous avez les organes nécessaires pour assurer la vie d'un animal. Dans chaque anon, vous avez un système nerveux, vous avez un intestin, vous avez tout ce qu'il faut pour la vie. Alors, chaque anon peut permettre à l'animal de vivre. Et chaque anon, lorsqu'il est coupé des autres, peut se reconstituer pour devenir encore un autre ver, un autre animal. Et c'est pourquoi on a dit, le ver de terre coupé en deux, chaque tronçon peut bourgeonner pour donner un autre ver complet. Le ver de terre possède un extraordinaire pouvoir de régénération. Cela veut dire que lorsque vous coupez par exemple un lombric en deux, ou bien en trois parties, chaque partie va se développer. Chaque partie va pousser. C'est ce qu'on appelle le bourgeonnement. Et je crois que nous avons vu ce bourgeonnement lorsque nous étions avec les plantes en 7e année, ou bien même quand vous prenez par exemple l'arachide, quand vous prenez par exemple la fougère, ce sont des plantes qui ont des bourgeons. Donc de la même manière ici, chaque tronçon de l'animal coupé aussi peut pousser et reconstituer un animal complet. Et c'est ce qu'on appelle la régénération. Le rôle du lombric dans la nature. On a dit que le lombric aide l'homme en faisant passer dans son type digestif une énorme quantité de terre. Il ameublit ainsi le sol et l'air. On a dit que le lombric creuse des petits trous qu'on appelle les galeries dans les jardins, dans les champs, dans les rizières, où se trouve l'animal. En creusant ces petits trous, l'animal aère la terre, fait rentrer de l'air à l'intérieur de la terre et rend encore la terre meuble, la terre plus facile à travailler. Donc ça veut dire que c'est un animal qui est vraiment important et qui nous aide dans ce que nous faisons au niveau de nos jardins et au niveau de nos champs. Les autres annélides, les autres animaux qui ressemblent aux lombrics, les autres lombrics si vous voulez. On a dit, il y a d'abord, le premier animal c'est l'arénicole. L'arénicole, on dit, il vit dans le sable vaseux et marin des plages. Donc c'est un animal qu'on rencontre surtout dans la mer, mais enfui de la vase du sable et au bord des mares ou des plages. Ensuite, nous avons les nérès. Le néré, ou bien la nérès, on dit elle a de nombreuses soies. Elle a plusieurs fils fins qui sont les soies locomotrices. Elle rampe ou nage dans la mer. Elle est carnivore. Ensuite, nous avons la sabelle. Elle est enfermée dans un tube formé de mucus incrustés de fines particules de vase marine. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la sanctie médicinale. On dit qu'elle est dépourvue de soie, mais possède ce qu'on appelle des ventouses. L'une des ventouses se trouve au niveau de la bouche et l'autre se trouve en arrière
et surtout vers l'anus. Elle est utilisée en médecine pour aspirer le sang de certains malades. Ensuite, nous arrivons pour terminer aux caractères généraux des annélides. Quels sont les traits communs à tous ces animaux que nous venons de citer? Les annélides, on a dit, ont un corps mou, constitué d'anneaux à peu près semblables, qui contiennent chacun les organes essentiels à la vie. Donc, on a dit, l'ensemble des annélides sont des animaux qui sont formés d'anneaux, de plusieurs anneaux, et c'est pourquoi on les appelle annélides. Mais on a dit que ces anneaux sont à peu près semblables. Il n'y a pas de différence entre les différents anneaux. Et on a dit, dans chaque anneau, vous avez les organes essentiels pour la vie. Et nous avons vu dans la reproduction que le lombric pond 2 œufs, et de la même manière, tous les annélides que nous avons cités ici pondent 2 œufs, donc ils sont ovipares. Mes chers élèves, mes chers parents, voilà ce que nous avons pu aujourd'hui concocter pour vous comme leçon sur cet animal que nous avons appelé le lombric, qui appartient à la famille des annélides. Merci bien.